Salut l'équipe, eux et moi, on n'a jamais vraiment été de grands copains. Certains m'ont souvent envoyé à la douche avant les autres, et d'autres, encore plus zélés, aimaient bien rajouter un petit rapport à la fin de la rencontre, histoire que ma bière d'après-match ait un goût bien amer. Heureusement, après la 12e, le goût était revenu, et mes deux fautes techniques pathétiques, désormais, un lointain souvenir. Oui, mon rapport aux arbitres est désastreux, aussi désastreux qu'Éric Zemmour avec le voile. Et pourtant, cette saison, je me suis rangé du côté des hommes en gris. Et c'est assez rare pour être souligné. Marre de voir des gonzes aller sur la ligne au moindre contact. Moi qui passe ma vie à défendre le basket auprès des footeux pour leur dire que le basket est aussi un sport de contact, le fameux coup de sifflet à la star me fait passer pour un fleuriste. En 30 ans, la NBA est passée d'une ligue très, voire trop dure, à une ligue aussi soft qu'un rouleau de PQ triple épaisseur, sans tube. Et quand on sort certaines starlettes de leur triple épaisseur, ces mêmes starlettes-là pleurnichent et se plaignent de ne plus pouvoir contourner le règlement pour aller voler des points au lancer. À mes yeux, pleurer et se plaindre des arbitres reste et restera un move de tout petit joueur. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show, mais exceptionnellement cette semaine on a tourné le mercredi soir. Donc si jamais il s'est passé des dingueries dans la nuit de mercredi à jeudi, genre un mec qui met 113 points, si on n'en parle pas, c'est pas qu'on a fait une erreur monumentale d'édition, mais plus qu'on ne peut pas techniquement en parler. Il n'empêche, pour m'accompagner dans cette tâche pour plus d'une heure, comme d'habitude. Toto, comment ça va? Ça va impeccable, une belle journée, un beau mercredi. Hein. On enquille, hein. On a fait un peu de scout, c'était lourd, j'en peux plus, mais je suis content d'être là. C'est pour offrir le meilleur à nos amis. C'est vrai. Comme on veut offrir le meilleur à nos amis, on s'est dit que cette semaine, il fallait qu'il revienne quand même. Le père Larouki, c'est de retour. Alors le père, non, c'est pas Alain qu'on embrasse, c'est le fils, pas Johan. Thomas, comment ça va Thomas? En fin de retour. J'ai fait le tour. En fin de retour, t'étais pressé. Ouais, hein. c'est vrai que vous m'avez un peu oublié. Là, je suis revenu et je compte bien m'imposer cette année. Ah, on aime ça. Ouais. Écoute, dans la rotation, t'es troisième. J'aime beaucoup ce nouveau plateau en tout cas, donc j'espère que. T'es troisième sur le poste, mais bon, t'as l'habitude avec ta carrière de toute façon, donc. Je vais pas réagir, on va enchaîner. On est content de te revoir, Moi aussi, très Toto. content. Ça va me manquer d'avoir deux Thomas en plateau, c'est bien casse-couille pour poser des questions. On va bien s'amuser. On a un gros programme, les amis. On a des news, on en a 6. On va revenir sur Chris Paul qui grimpe dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de la Ligue. On va passer aussi, on va parler de Carmelo Anthony qui nous régale en ce début de saison dans son petit rôle de sixième homme, voire même qui a des qualités défensives. C'est ce que nous a confié son coach. Mytho. On reviendra sur un autre qui est en bonne galère, c'est Kate Cunningham. Zion absent, c'est quasiment maintenant devenu un pléonasme. Les nouveaux ballons, il paraît que c'est des savonnettes. Et puis on fera un petit point sur le championnat de France de basket. Je vous en dis pas plus. Débat autour de personnes qui font souvent parler, mais cette saison plus que jamais, sur ce début de saison plus que jamais, ils font parler d'eux. C'est nos amis les refs. Comme un ref, les arbitres avec ce nouveau règlement, on parle beaucoup d'eux. On va revenir, j'en ai parlé un petit peu dans l'édito, mais là on va revenir un petit peu plus sérieusement sur ces nouvelles règles et comment les joueurs le perçoivent. Certains sont pour, certains sont contre, évidemment. Et puis on finira avec un énorme focus sur l'équipe très en forme de début de saison et ça pourrait durer. C'est le Miami Heat qui nous régale avec une équipe et un roster plutôt très bien construit et très bien pensé, comme souvent chez notre ami Patrali. Et on finira avec le quiz et promis cette semaine, Tom se souviendra du nom de Qui suis-je. Voilà, le programme, on est chaud. Beau programme. Hein. Allez, c'était un bon départ, ça. À la Lewis Hamilton. Allez, les news. À défaut d'être champion NBA pour le moment, Chris Paul monte dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de la Ligue et ça se traduit évidemment en chiffres. Cette semaine, face aux Pelicans, il a sorti 18 passes décisives, rien que ça. Et donc Chris Paul est devenu, Thomas, le troisième meilleur passeur de l'histoire de l'NBA, c'est pas rien. Sacré chiffre, oui, il dépasse donc Mark Jackson et Steve Nash qui se tiennent dans un mouchoir de poche dans l'histoire de la NBA. Chris Paul donc, qui fait déjà partie des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, hein, qu'on a pu voir il y a 2 semaines, et bien continue d'écrire sa légende. Sans titre, peut-être, mais il n'empêche que Chris Paul. Pour l'instant. D'ailleurs, je regarde, mais il n'y a aucun des 5 meneurs qui a un titre. Hein. Ah, si, Jason Kidd. Il n'y a qu'à part Jason Kidd. À part Jason Kidd, c'est le seul à avoir un titre dans cette liste. Ouais, je me faisais la réflexion. Magic est 6e, du coup il remonte un peu la moyenne. Tout à fait, Magic est 6e. Mais voilà, Chris Paul est un modèle de longévité, le point god comme on l'aime l'appeler. Tant qu'à faire, autant faire un match à 18 passes pour célébrer cette incroyable perf, parce que c'est une incroyable perf. Et puis ça donne aussi, là on regarde les stats sur ce match-là, ça donne aussi la distance pour aller chercher John Stockton. J'ai la sensation que personne ne pourra jamais aller chercher John Stockton.
C'est un peu ton avis aussi, Tom? Ouais, impossible à aller chercher. Vraiment, je crois qu'il a tourné à 12 passes de moyenne sur toute sa Sur 20 carrière. ans. Sur 20 ans. Donc, à moins qu'il continue encore 5-6 ans, je ne vois pas aller le chercher, non. En tout cas, on lui prend beaucoup d'argent aussi hein, au nombre de passes. On pourrait associer aussi dans le top des mecs qui ont gagné de l'argent NBA. On pourrait ajouter Chris Paul, mais c'est vrai que le voir troisième comme ça, c'est pas rien d'être sur le top 3 des meilleurs passeurs de l'histoire. On enchaîne avec un autre qui, lui, n'est pas troisième meilleur passeur, mais 9e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Ça s'est passé il y a quelques temps. On voulait faire une news autour, Thomas, de Carmelo Anthony, qui fait un super début de saison dans un rôle de 6e homme, dans lequel beaucoup pensaient qu'il ne pouvait pas évoluer. Bah, après toutes les claques qu'il a pris, après Ici, Houston. Ouais. voilà, il s'est mis dans ce rôle parce que je pense qu'il avait plus le choix, donc il l'a très bien fait à Portland l'année dernière. Et là, bah, il voulait rejoindre son pote LeBron aux Lakers. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il est en feu en sortie de banc, surtout à domicile. Mais moi, je suis surpris, il met grave dedans. Après, voilà, on connaît, il a fait ça toute sa vie, c'est un scoreur né, il n'est pas dans la passe, il n'est pas dans la défense spécialement. Il est là pour scorer, mettre des paniers, et j'ai l'impression qu'il le cherche beaucoup. Et ça a l'air de lui donner beaucoup de confiance aussi. Et pour l'instant, tout roule du côté des Lakers, à part les résultats, bien sûr. Moi, je te rejoins un peu sur la surprise. Il dit qu'il n'est pas trop dans la défense, mais son coach Frank Vogel lui disait l'inverse. On va voir une déclat de son entraîneur. Mais justement, est-ce qu'on est surpris de voir Carmelo dans ce rôle-là? Non, mais c'est le spot-up shooter quasi exclusif. Mais je ne crois pas que le problème, que la question ce soit autour du rôle. Alors, lisons ce qu'a dit Frank Vogel d'abord. Quand il réalise ce type de performance en défense et qu'il est adroit comme ce soir, il joue un rôle immense dans la victoire. Et évidemment, dans ce match-là, il avait été fantastique. Il a mis 23 points dans le premier match contre les Rockets. Moi, c'est pas le rôle qui me surprend. Carmelo Anthony est un des meilleurs attaquants de l'histoire, un shooter extraordinaire. Carmelo Anthony tout seul, même dans les fins de match, c'est une valeur sûre. Moi, c'est pas ça qui me bluffe. C'est son adresse au global. Gros, il a 52% au tir à 3 points. C'est en ça que je te demande. Non, mais en fait, ce que tu veux dire, est-ce que vous pensez qu'il était capable d'avoir de nouveau des pourcentages comme ça? Pour toi, c'était du isolation, tout ça, il était fort là-dedans. Ça, pour moi, plus jamais, plus aucune équipe lui donnerait. Moi, je pense que il devait le faire Portland le faisait un petit peu. Je pense que cet été, il s'est préparé mentalement, il s'est dit voilà, je vais rentrer dans un nouveau rôle. Il y a des gens qui vont avoir la balle, LeBron, Westbrook, Davis. Donc moi, je vais avoir une carte à jouer sur des catch and shoot, beaucoup. Et voilà, je pense qu'il s'est préparé mentalement, il est prêt pour recevoir ses ballons et les mettre dedans. Parce que mine de rien, à Portland, il y avait donc Lillard, McCollum, mais c'était presque lui le troisième créateur, un petit peu, pour lui-même, hein, la plupart du temps. C'était lui presque la troisième option de cette équipe-là. Bon, peut-être pas la troisième option, il y avait Norman Powell, mais c'était en tout cas une option là où les Lakers, dans le jeu offensif pour donner la balle, faire des ISO. Là où les Lakers, et là, il va avoir des ISO aussi, moi je suis pas très inquiet. Là, c'est juste qu'il est il est sur un nuage d'adresse. Hein. Franchement, tu sais, au bout d'un moment, un mec qui met 6-7 3 points dans un match, dont 3 dans la dernière minute pour faire gagner, bah ouais, il est sur un nuage d'adresse. Il met encore 15 hier contre les Rockets. Encore une autre déclare, pourquoi pas. Je pense qu'on a une fausse de moi selon laquelle je ne suis pas capable de m'adapter aux situations. Mais il a tout fait pour aussi. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est un top talent de l'histoire. Et donc, on en attend quand même de ces joueurs-là d'être capables de s'adapter en vieillissant. Il a dû s'adapter quand il avait plus de club. Il a fallu qu'il touche le fond. Qu'il a cru que c'était fini pour lui. Il a eu l'intelligence de s'adapter. Et Damian Lillard avait dit, mais d'ailleurs dans un rap, il disait, mais nous, on était très contents de l'avoir et on savait qu'il allait bien bosser, alors pendant que toutes les autres franchises ne voulaient pas de lui. Donc bon, écoute, après là, ça fait un peu belle histoire. Ça reste Carmelo Anthony, un joueur qu'on a adoré, on est content pour lui. Dans un rôle majeur avec le ballon. C'est ça le truc aussi. On imagine que parce que lui, on n'imaginait pas qu'il accepte aussi. Voilà, c'était ça le problème à l'époque. Il a jamais montré aussi il a fallu, je te dis, je répète, il a fallu qu'il touche le fond. Moi, le Melo qui arrive au KC, qu'on lui dit est-ce que tu pourrais sortir du banc et qui sourit en disant mais tu sais qui je suis. Évidemment, gros, tu nous as donné aussi, et Dieu sait qu'on aime Melo, tu as aussi donné le bâton pour te faire battre. En tout cas, un an rien, ce qui va bien, un jeune qui va pas très bien pour le coup, c'est Cade Cunningham, l'ancien numéro 1 de la draft. Début de carrière, Tom, pour le moins compliqué. J'ai raté un peu cette nuit-là. Difficile, il m'a pas l'air très en canne. Je l'avais vu un peu en pré-saison, il m'a l'air plus explosif, plus délié. Là, grosse entorse. Hein, grosse entorse. Là, il est peut-être revenu un peu trop tôt. Est-ce qu'il est prêt? Ce ne serait pas surprenant qu'on le voit peut-être se reposer un peu pour qu'il revienne peut-être plus affûteux, parce que même lui, ça ne va pas le mettre en confiance de démarrer comme ça. Là, moralement, tu ne te fais pas du bien. Hein. Parce qu'on 3-22, 0-14 à 3 points. Être numéro 1 de draft, c'est une énorme pression quand même. Tous les regards sont sur lui et pour l'instant...
Bah, surtout qu'on l'annonce comme un des top joueurs de sa génération. Avec les gars d'envergure, on a beaucoup discuté. Eux disent que c'est un joueur générationnel, plus que Zion. D'ailleurs, dans ces débats-là, c'était passionnant. Évidemment qu'on ne va pas le descendre après ces deux mauvais matchs. Ça peut faire partie du jeu, surtout s'il n'est pas à 100%. Et c'est quand même un peu la sensation qu'on a. C'est pas un gars qui est prêt à jouer un match NBA, vraiment d'un point de vue de l'athlétisation. Donc voilà, mais il ne faut pas que ça dure. Franchement, il fait que de shoot à extérieur. Il tire beaucoup trop extérieur et il rate beaucoup. Donc du coup, pour la confiance dans une équipe qui est cata en plus, voilà. Et dans la course un peu au rookie de l'année, y en a qui ont pris beaucoup d'avance déjà en 2 semaines. Hein, donc les Scotty Barnes, les Evan Mobley, pour ne citer que. Donc voilà, il y a aussi ça à avoir en tête. On lui souhaite en tout cas qu'il se remette à l'endroit et qu'il fasse un bon match, un 15 points, un 15-20 points rapidement pour lancer sa carrière. Il a besoin d'avoir un petit peu ce match référence. Sûr. On va suivre ça, mais c'est vrai que le faire jouer pas à 100%, là on voit derrière quand même. Alors certains, on va le voir tout à l'heure, certains se plaignent des ballons Wilson. On a l'impression qu'il shoot avec des ballons Tefal. Hein, parce que... On lui souhaite surtout de ne pas faire comme Anthony Bennett. Qui avait commencé sa carrière de manière dramatique. Ah bah, on lui souhaite. C'est un bon. Parfois, si tu t'embrayes bien. Non, mais je remets pas du tout en cause son potentiel. Moi non plus. Mais on est juste frustré parce qu'on adore voir les numéros 1 de draft un petit peu commencer leur carrière à beaucoup de hype. On est frustré. On est plus frustré qu'autre chose. C'était un deuxième match typique. C'est son coach qui dit ça, donc Dwayne Casey. C'était un deuxième match typique d'un jeune homme qui était absent avec un mois avec une entorse à la cheville. Aujourd'hui, on essaie simplement de l'aider à ce qu'il ne soit plus rouillé et à lui donner un peu plus de confiance dans son tir. C'est surprenant parce que en NBA en général, ils ont tendance, quand on revient de blessure, vraiment à être à 100%. Ils prennent pas de risque, à part si c'est une finale ou comme ça. Mais sinon, ils attendent que le joueur soit à 100%. Donc c'est pour ça que c'est un peu inquiétant. Mais bon, il n'a pas l'air à 100% pour moi. C'est la différence avec le sport européen en général. Ouais. Européen, on dit 3 semaines, mais c'est 3 semaines pour recommencer la course. Alors qu'en NBA, quand on dit 3 semaines, c'est que tu es prêt à jouer, normalement. Après, pas cadeau non plus quand tu es jeune, tu arrives dans un effectif comme ça, dans un collectif. Après, il n'a pas de pression, pas cadeau. En même temps, il a Détroit, 0 pression. C'est une équipe, voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, Tom, quand tu es numéro 1 de draft, il y aura une pression naturelle. Mais d'un autre côté, il a la chance d'être à Détroit et on va dire qu'il a le temps. Parce qu'il n'y a pas d'attente collective. Enfin bon, il faudrait quand même qu'il mette quelques pantons et qu'il se fasse un petit match pour reprendre un petit peu confiance à cet âge-là. Ça peut aller très vite puisqu'on est dans les numéros 1 de draft. On enchaîne avec Zion Williamson. Vous vous souvenez de ce garçon? Vous vous souvenez de ce mec-là? On l'aime bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer. Ça ne sera pas pour tout de suite puisque 3 semaines de nouveau sur le côté pour Zion Williamson. On a une déclat de son coach. Alors c'est une déclat vraiment, on a l'impression qu'il ne nous dit pas grand-chose. Il court, il bosse son explosivité. Il se rapproche d'un retour. C'est une blessure où il vaut mieux prendre ses précautions, comme chaque fois avec Zion, surtout quand il s'agit du pied. Merci. Le problème, c'est qu'on nous parle du pied très bien. Tom, tu sais ce que c'est être blessé au pied. Mais j'en ai quand même l'impression qu'il y a un souci Zion avec les Pelicans. Il y a un souci aussi Zion sur son poids. Les rumeurs disent qu'il est à plus de 136 kilos. Et quand on l'a vu un petit peu s'échauffer, facilement, on a quand même vu on a quand même plus vu un taureau ailé qu'un joueur de basket. Ouais, un taureau ailé à qui il manque une aile quand même, parce que la vidéo elle est folle, franchement. Elle est impressionnante. On n'est pas là pour descendre les joueurs et tout, mais là gros, là j'ai l'impression que c'est Charles Barkley de 54 ans qui s'échauffe pour aller jouer un petit match avec ses potes, quoi. Il a l'air dans un drôle d'état, notre ami. Après Tom, on sait que chez certains, tu as peut-être certainement connu ça chez les pros, alors toi c'est pas ton cas, non. Parce que toi tu maigris plus que tu grossis. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont eu un vrai problème et qui luttent toute leur carrière autour de leur poids. Tu parlais de Charles Barkley. Tout à fait. Ça a été le cas. Et dernièrement, j'étais à Bordeaux et j'ai parlé avec un ancien coéquipier, Nico Maurice-Boulet à Bordeaux, et on parlait de Nasri, qui a pris énormément de poids et qui a surpris un peu tout le monde. Et il me disait, mais moi, en équipe de France de jeunes, il a toujours lutté contre son poids. Il y a des gens comme ça qui luttent vraiment contre leur poids et c'est pas juste je suis dans mon canapé, je fais de la malbouffe. Il y a des gens qui ont un vrai souci et on a l'impression que c'est un peu le cas de Zion. Je pense que c'est sa morphologie, c'est ça qui est dur et je pense et j'espère qu'il fait attention parce que il y a de grosses attentes sur lui, mais ça va être vraiment très compliqué. C'était la seule inquiétude qu'il y avait sur lui quasiment à son arrivée en NBA. On savait tous qu'il avait le potentiel pour s'imposer. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'année dernière, il nous sort une saison à 27 points et je ne le trouvais pas en super forme déjà. Alors imaginez s'il arrive à être en forme, ça peut être vraiment incroyable. Mais là, c'est très inquiétant parce que, en plus, s'il se blesse à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, il reprend du poids. Comment perdre du poids quand tu es blessé si tu peux pas t'entraîner? Donc il est un peu bloqué. Et... Surtout que je me souviens que l'année dernière, cet été-là, on avait fait un débat sur Zion et on avait dit que dans le basket, il nous régalait dans ce jeu sans ballon, dans ce rôle de finisseur, mais aussi être capable de créer sur ce fameux petit dribble très fort qu'il a sur 2-3 dribbles.
On a envie de le voir sur le terrain, Zion, mais bon, pour l'instant, en tout cas, il y a d'autres problèmes à gérer. Très Et là frustrant. encore aussi, très très frustrant de voir un joueur qui est censé être un joueur générationnel. On parlait quand même du nouveau LeBron. Ouais, entre autres, ouais. Pour l'instant, on en est loin. On parlait des ballons tout à l'heure. Je faisais un jeu de mots terrible en disant que Kate Cunningham, lui, jouait avec des Tefal. Les ballons, en tout cas, les nouveaux, c'est des Wilson. Les joueurs sont pas spécialement, ouais, sont pas spécialement contents. C'est marrant que ça sorte, alors que lundi, on en a discuté avec Steph, et que parmi, je sais plus de qui on parlait d'ailleurs, mais je disais que peut-être que le facteur ballon existe. Et Steph avait répondu, ce qu'on peut comprendre complètement. Moi, franchement, je pense que les pros... matériel. Voilà, il n'y avait pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais ouvriers. Des mauvais ouvriers. Et c'était sa mère qui lui avait dit, donc c'était marrant. Mais lui, sa première réaction, c'est de dire, et j'aimerais bien avoir ton avis, Thomas, c'est en tant que pro, tu t'adaptes rapidement aux différents ballons, en fait. Et là, en fait, on se rend compte que les joueurs NBA se plaignent de ça. Bah, en fait, l'annonce, elle a été faite assez rapidement, des nouveaux ballons avant l'été, il me semble. Ah oui, pendant la saison. Voilà, pendant la saison. Donc, ils ont quand même peut-être 3-4 mois pour s'habituer aux nouveaux ballons. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'en Coupe d'Europe, quand j'étais à Lasvel, on a fait un tournoi amical. C'était des ballons Wilson, je crois. En JP Elite, on jouait à des Spalding. Et ils ont l'air un peu en plastique. Bref, et je me rappelle, j'arrivais pas à le contrôler. C'était l'été, je transpirais. Et mon premier tir tout seul à 0 degré, je l'envoie limite derrière la planche. J'ai pu chuter du tournoi. Mais bon, j'avais jamais joué avec ce ballon-là. Eux, ils ont eu 3-4 mois pour s'habituer. Après, oui, je pense que tout le monde est différent. Et il y en a peut-être qui ont un petit problème avec cette sensibilité. Il va falloir qu'ils s'habituent parce que ce ballon il sera là pour toute l'année, même pour des années. Alors, on n'a jamais joué en NBA, mais moi, je me souviens, tout ça, c'est à notre époque. L'arrivée des ballons Molten. Alors toi, tu étais en pro, tu avais les Spalding qui pour moi restent les meilleurs ballons du monde. Moi aussi, pour moi. Il y a aussi les ballons Nike en Euroleague. Il y avait les ballons Nike en Euroleague que je trouvais très bien. À Pau, j'avais pu toucher là, les oranges et noirs, ils sont très bien. Mais tu te souviens quand les Molten sont arrivés en N2, N3 là, les 9, c'était moi j'ai toujours aimé les Molten. Moi j'ai toujours aimé les Molten, donc voilà. Mais après, je suis pas un joueur NBA et j'ai pas tendance à faire des airballs derrière la planche. Ce qui est fou, donc il y a le pourcentage là qui est ressorti. C'est le pire donc depuis la saison 98-99. Mais Paul George dit quand même attendez-vous à voir des tirs ouverts, des airballs, des trucs derrière la planche. Tu vois qu'une superstar comme ça dise en fait on est tellement embêté par ces nouveaux ballons qu'il va y avoir des écarts. Sa déclaration, il dit je ne veux pas que le ballon soit une excuse, mais c'est un ballon différent. Ça on peut l'entendre. Il n'a pas le même toucher que le ballon Spalding et vous le verrez cette année, il y aura beaucoup de ratés. Et ça me fait penser à un autre truc. On se rappelle quand même qu'il y a 10 ans, avec 10-15 ans, Spalding avait changé les ballons en NBA, avec une nouvelle forme et une nouvelle matière. Ça avait duré et des nouvelles rayures. Ouais, une nouvelle rayure à l'époque. Une nouvelle rainure, tout à fait. Il n'a rien à voir avec la salle de la SIG. Hein. Et j'ai fait la blague, c'est fantastique, incroyable. On est vraiment. Tu m'as challengé pour des nouvelles blagues. C'est vrai, c'est vrai. Et le résultat, c'est que les joueurs s'étaient plaints et que ces ballons-là avaient été utilisés que quelques mois, même pas la saison, que quelques mois. Donc, et c'est cette image d'ailleurs qui s'était plaint de ouf à l'époque. Donc il y a quand même un vrai facteur ballon dans cette affaire. Moi, les top flights Spalding, on fera jamais mieux. Mais moi, j'aimerais bien voir la différence entre les deux. J'aimerais bien voir. Les équipes de France aussi l'été. Ouais. Avec les fameux Molten, parce qu'avec un contrat 9, se plaignaient aussi. Les mecs, ils arrivaient en compétition, ils avaient des Molten 9, ils disaient non, mais c'est trop chiant en fait de jouer avec ça, ils glissent. Et c'est vrai que t'avais pas ça avec le Spalding. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce sera intéressant. On va demander pourquoi pas est-ce que Wilson nous envoie un ballon, parce que je serais très curieux de voir la différence. Tu vois comment. Moi, aux États-Unis, j'avais joué, quand j'étais allé voir Kenny Grant, j'avais joué avec des Wilson et j'avais trouvé kiffant. Tu vois, donc. C'est pour ça que tu avais trouvé kiffant. C'était un bon jeu avec tous les ballons, moi, tu sais très bien. Surtout les ballons de rouge. Allez, dedans. Elle est pas belle, ça. Elle est pas mal. J'aime bien, moi. C'est le rebond comme ça. Bref. Non, mais les Wilson, moi, je suis surpris de ça parce que oui, les Wilson qui étaient des ballons aussi universitaires à une époque, étaient plutôt cool. Donc, je sais pas, avoir le toucher. C'est bien qu'on s'arrête sur cette photo, en tout cas. Merci, Thomas, elle est fantastique, celle-là. Allez, on enchaîne avec. Ça, c'est mes temps morts de ça. On enchaîne avec. C'est le chien de Tom d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est le chien de Tom. C'est le chien de Tom. Son ex. On enchaîne avec la dernière news. On fait un petit stop avec le championnat de France de basket. Est-ce que tu as déjà été dans un 5 d'une journée, toi? Oh oui, plusieurs fois. Ok. On n'a pas 5-6 fois, je crois. On n'a pas n'importe quoi. Écoute, on va commencer avec. Donc c'était cette semaine. Pas sorti la veille, j'étais encore. Normal. Cette semaine, il y avait la fin de la deuxième journée. Donc du championnat de France LNB. Donc du coup, on a pu faire enfin le top 5 français et le top 5 monde de cette deuxième journée. On va voir tout de suite qui a été élu dans le 5. Côté
monde, c'est Will Cummings qui avait fait un énorme match face à Monaco. J'en souviens On bien. avait commenté 14 points, 13 passes, 29 dévals. Ils avaient fouetté Monaco. On a ensuite Marquis Reed, 21 points, 7 rebonds, 31 dévals. Mike Henry, Gavin Ware et Dylan Ozetokowski. C'est pas le Ozetokowski. Ouais, Elle est dure, celle-là. Ozetowski, Mot je crois. triple. c'est pas le fils de Stéphane, hein, mais en tout cas, il est MVP de cette journée. Et chez les Français, on a Enzo Goudou Sina de Chalon-Reims qui nous fait un joli 15 dévals. Mathieu Gauzin, le Tchadien Thomas. Eh oui, on est toujours là pour soutenir les frères. Le Manceau, Kenny Baptiste, du Mans aussi, et Nobel Bongukolo, face à Monaco toujours, qui avait été très très bon, et William Narras, le Bordelais est passé par Nancy, mais là c'est avec le Il y a Mans 3 Manceaux. qui brille. Ouais, 3 Manceaux, 3 Français, bravo aux Manceaux, équipe pas simple à jouer cette saison. Voilà, c'est peut-être ces joueurs-là que vous pourrez retrouver au All-Star Game français le 29 décembre prochain. Vous allez bientôt pouvoir voter pour votre joueur préféré. En attendant, on va se jeter dans le grand débat. On va parler des arbitres, des hommes en gris. Voilà, ces signes qui nous rendent si fous pendant notre... pied, quoi. Voilà. Ces gestes qui parfois m'ont fait devenir fou, trop de fois d'ailleurs. Il n'empêche que cette année en NBA, il y a un nouveau règlement qui est arrivé chez les arbitres. Ça fait pas mal de changements et ça fait beaucoup parler. Et j'ai envie de commencer avec, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, j'ai envie qu'on explique à ceux peut-être qui n'ont pas tout suivi, quels ont été les vrais gros changements côté corps arbitral cette saison. Tom, tu peux envoyer. Alors, les nouvelles règles NBA, les actions que ça concerne, la première, c'est le tireur envoie son pied vers le haut ou sur le côté dans un angle anormal. On Sur un jump shot. Sur un jump shoot. On vous mettra tout à l'heure des images. Le bras de l'attaquant accroche le défenseur. Spécial James Harden, évidemment. On peut enchaîner. Donc les autres, c'est le tireur lance ou se penche sur un défenseur dans un angle anormal. Ça, c'est dans le dribble. Et l'attaquant s'écarte brusquement de sa trajectoire, ou côté ou vers l'arrière, pour percuter les défenseurs. Thomas Laroukis, je sais que toi, sur ces changement de règles, avant que la séance commence, tu m'as dit « Enfin, je suis content, ça te rendrait fou. » Et sur ce début de saison, comment tu trouves ce nouveau règlement? Ah ben moi je suis ravi, enfin, je l'attendais parce que ça fait longtemps que je t'en parle, j'ai l'impression que j'étais un peu fou, parce que quand je voyais James Harden, je me disais, à chaque j'en étais arrivé à un point où je pouvais plus le voir jouer, c'est simple. Parce que chaque action qu'il jouait, le moindre contact, il levait la tête pour demander une faute. Et il les avait souvent malheureusement, donc du coup lui... Alors celle qu'on voit quand même, c'est terrible. Ça c'est le meilleur Donc, voilà, ça c'est un exemple parfait en fait. Et on en est même arrivé à ce que des gars défendent sur lui avec les bras dans le dos quand même, pour vous dire à quel point c'était ridicule. Moi j'étais surtout content pour ça. Après je t'en parlais beaucoup ces dernières années. Et les histoires de fin de shoot, quand les gars sautaient en avant pour aller chercher un mec qui retombait au sol, ça aussi, ça me rendait fou. C'était surtout ces deux trucs-là, moi, qui me... Après, voilà, les histoires, quand les joueurs vont chercher, ça n'arrivait pas aussi fréquemment que ces autres situations. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravi parce que j'avais peur que la NBA prenne une direction vraiment inquiétante. Moi, j'avais pas envie de voir ce basket-là du tout. C'était vraiment priorité au show, enfin, juste pour avoir des lancers, des points. Et dans ce cas-là, vu comment Harden a été sifflé ces dernières années, il fallait siffler tout le monde pareil. Alors, il fallait siffler LeBron James comme ça, Giannis, Curry sur les quitter. Moi, c'est ça qui me choquait, en fait. Moi, je te rejoins complètement. Je trouve que cette règle, elle vient à un moment où il y a eu une dérive des superstars. En fait, moi, la pire des dérives, vraiment la pire, il y a évidemment qu'il y a toutes les attrapés, les sautés là, dans les défenseurs et ainsi de suite. La pire des dérives, c'est quand James Harden a fait son double step back là. Là, vraiment, on était dans un moment donné où ça ne ressemblait plus à ce qu'on a tous pratiqué pendant des années. Ok, c'est la NBA, ok, c'est les meilleurs attaquants du monde, ok, ils sont volontairement laxistes sur des marchés, voire même maintenant, on a carrément inventé le pass zéro, c'est un truc qui n'existait pas il y a 20 ans. Ça, je peux même l'entendre. Le gather. Le fameux gatter. Le gatter, absolument. Que Samir Amoudi adore. Adore, absolument. Il n'en a jamais fait de sa vie, mais il adore ça. Mais le double step back, à ce moment-là, je m'étais dit, ok, ça y est, on a perdu. Là, vraiment, c'est plus du basket, c'est autre chose, c'est du handball peut-être. Et je trouve que parfois la NBA fait du zèle, parfois la NBA va trop loin sur certains trucs, parfois la NBA est trop laxiste sur d'autres. Mais là, ils sont allés sur un terrain qui valait la peine et dont on avait tous besoin.
Alors, Bon, il y a encore quand même les 4 pas de Yanis, mais bon, c'est un autre débat. chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais là, c'est la fédération d'athlètes qui va traiter le sujet. On a quand même des images. La NBA a tweeté pour expliquer, parce que c'est important sur les décisions d'arbitre d'expliquer et de montrer. Donc là, on voit Steph Curry. C'est les Knicks. Non, c'est les Knicks, pardon, je dis n'importe quoi. C'est Julius Randle avec. Julius Randle, voilà, exactement, qui fait sauter Rudy Gobert. Alors ça, c'est un très bon exemple. Voilà. On va rester un peu là-dessus, si vous voulez bien. Mais donc ça fait partie des changements qu'on a vus ces dernières saisons. Quand il y a un contre 1 et que le défenseur saute vers l'avant pour aller vers le joueur, la plupart du temps, les joueurs accentuent leur tir, changent même un peu leur tir et vont vers l'avant pour provoquer la faute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si on reste un peu là-dessus, Erwan. C'est que c'est normal de ne pas siffler une faute lorsque vraiment l'attaquant abuse, mais à partir du moment où un défenseur saute, il est en tort. Il est en tort, personne saute, donc personne appuie. Mais moi, je pars du principe, s'il saute et qu'il retombe dans son cylindre, pas de souci, là, il le dérange pour son shoot. Mais les feintes de shoot, quand le mec saute, il a 2 mètres devant et les gars font un pas en avant pour aller le chercher, mais moi, j'ai halluciné quand je voyais là, ça. Par exemple, juste sur cet exemple, faute de Rudy ou pas? Là, tu vois, c'est un exemple un peu limite parce qu'il lui retombe presque dessus, mais il va chercher. Mais pourquoi il va chercher? Moi, ce qui me gêne, c'est que Randle change complètement sa mécanique de tir. S'il veut vraiment tirer, il prend c'est ça, comme ça. C'est ça le problème. C'est que là, il va le chercher pour essayer d'avoir une faute. Après le basket, Tom, c'est aussi provoquer des fautes. Bien sûr. C'est important. Il y a cette expression au basket, aller provoquer des fautes. Là, à partir du moment où tu fais sortir le défenseur de ses appuis, tu peux ce qu'on appelle provoquer des fautes. Il y en aura toujours et il y en a toujours eu, même avant ces règles-là. Pourquoi on a besoin de jouer avec des règles comme ça? Il y en aura des fautes. Il y a des joueurs qui ont voulu un petit peu... Oui, mais il y en a qui ont trouvé... James Harden, typiquement, il a trouvé une faille dans l'arbitrage. Il a vu que ça marchait. Il s'est dit, allons-y. On a un autre exemple. On a d'autres exemples avec d'autres joueurs. C'est bien de pouvoir mettre des images là. J'espère qu'on va pas trop se faire taper sur les doigts par nos amis. Là, c'est Steph Curry. Donc. Et là, on va voir... Là, c'est un exemple, pour moi, par exemple, clairement, il n'y a pas faute. Il a pris l'avantage. Et finalement, si on prend le règle du basket, c'est Steph Curry, pour moi, qui va réduire la distance. Ouais. Et moi, cette notion au basket qui peut rendre fou ceux qui n'y jouent pas, ou qui peut rendre fou quand les arbitres, des fois, ne le sentent pas, c'est qui réduit la distance en premier. Là, j'ai quand même... Steph Curry fait un écart, il prend un petit mètre d'avance, et sur son tir, il recule pour réduire la distance vers DiVincenzo. Pour moi, c'est ou no call, ou faute offensive. Ça, c'est la spécialité de Trae Young. En fait, spécialité de Trae Young. Il y a deux actions. Soit il aurait pu continuer. Si le gars revient sur lui quand il est en train de shooter, pas de souci, c'est faute. Mais là, on voit clairement sur l'image, il shoot en se décalant vers la droite, ce qui n'est pas du tout naturel. Donc, il va aller chercher le contact. Là, comme ça, il shoot pour aller chercher le contact, avoir des lancers francs. Non, on n'a pas envie de voir ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de voir un basket. Les gars sont assez forts pour scorer. À leur manière, ils l'ont déjà fait auparavant, donc il faut arrêter avec ça et je suis très content qu'ils aient su le changer. On va enchaîner encore avec un autre exemple. Tout ça, c'est des tweets de la NBA pour expliquer un petit peu les changements. Compte officiel, évidemment. Là, c'est avec notre ami, il me semble... Dillon Brooks, vous allez voir, alors ça c'est la fameuse règle avec le pied. Ça m'emmerde énormément. Moi je suis mitigé sur ça. Tu sais, en fait, ils ont commencé à siffler ça parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de 10 ans, il y avait quelques joueurs, quelques superstars qui en abusaient. Là, Okoji, quand même, il est clairement dans son cylindre. Il y avait des mecs qui en abusaient. Mais moi j'ai un énorme problème à ce qu'on dise qu'un mec qui tente un fadeaway carry comme ça, tête de raquette, donc en shootant en arrière ou sur le côté, il ne puisse pas s'équilibrer avec sa jambe. En fait, tes jambes, elles font partie de ton corps et on va pas lui demander de sauter à pieds joints pour éviter le défenseur qui passe. Donc on est d'accord. Oui, on est d'accord. Moi, pour moi, ça, c'est pas des fautes. Moi, c'est faute pour moi. Ça. Faute de qui? Du défenseur. Faute offensive. La NBA dit que comme le joueur fait exprès, ça va être faute. On va te donner on va reprendre. Le shooter envoie sa jambe dans un angle anormal. Je ne vois pas d'angle anormal. Moi non plus, je vois un mec qui a un TG qui arrive. Encore sur un catch and shoot droit, que le gars fasse ça, ok, pas de souci. Mais là, il arrive en mouvement, il se laisse aller dans son shoot, il est obligé de. Et en plus, il fait pas non plus comme ça. De toute façon, t'as beau mettre des règlements, et c'est ça qui différencie les bons et les mauvais arbitres. C'est un petit peu, c'est chaque. Il y a le règlement et puis il y a l'interprétation. Un mec, t'as raison, qui arrive, qui est droit comme un I, qui prend un tir et qui met son pied à 90 degrés. À 90 degrés, non, pardon, à 90 degrés. Ben, effectivement, il y a faute. Si un mec, sur un fadeaway, et Dieu sait qu'en NBA, le fadeaway est utilisé, eh ben, forcément, tes pieds, ils vont être un peu plus à la verticale. Moi, c'est faute tous les jours, là, du défenseur. Voilà, faute du défenseur. Allez, on a un dernier exemple. On a un dernier exemple. C'est archi intéressant, je trouve, de pouvoir décortiquer comme ça sur un tout de la NBA. Là, c'est notre ami Paul George. Là, on chipote, je trouve. Après, dites-moi ce que vous en pensez.
Moi, pour moi, ça, je veux plus voir ça. Alors ça c'est une règle qui a évolué. Il y a les antennes, pas antennes. Non, mais c'est une règle qui a énormément évolué parce que les joueurs sont des 1 contre 1, les mélos, les Kobe et tout. En fait, abusaient totalement des bras de l'adversaire. Donc, dans leur mécanique de shoot, ils visaient les bras et ça donnait 2 lancers francs. La NBA, il y a quelques saisons, a changé la règle et ils donnaient côté, alors que c'est carrément un tir. Donc, déjà, il y avait une petite discussion sur cet aspect. Là, carrément, on va tellement loin qu'ils vont carrément dire il n'y a pas faute, quoi. Il a cherché la balle, enfin, il a cherché les bras du défenseur, donc c'est de sa faute. Là, pour moi, là, c'est un peu abusé. Après, Tom, il y a ce truc, et ce que tu le reproches énormément quand on va à l'Oop Factory, c'est vos trucs de pro de merde là, c'est quand on vous met des antennes. Oui, et qu'à un moment donné, c'est quand tu veux prendre un tir et tout, c'est vrai que si tu as une antenne dans le cylindre, ben ça gêne pour le tir. Non, mais en fait, moi où ça me frustrait, c'est que c'est super facile d'aller dans les bras. Si t'es un peu malin, le gars il est collé, il y a toujours un bras. T'as juste à monter rapidement, il y aura toujours son bras collé. Donc t'auras tout le temps faute. Là, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais on voit que Paul George, il est 2 profils. Il n'a pas du tout l'intention de shooter. Il voit que son bras il est un peu touché. Il se dit je vais monter. Donc là, pourquoi pas ne pas siffler parce que c'est pas dans le jeu, il va pas shooter. Il aurait été de face, il serait monté pour un shoot, pas de souci, le gars il a son bras, bien joué. Mais là on voit clairement qu'il veut juste une faute et qu'il a aucunement l'intention de jouer, de shooter. Ça c'est difficile à juger. Oui, ça c'est un peu plus difficile à juger. C'est un dur métier, hein, attention. Entraîneur et arbitre, c'est les plus durs métiers du basket, du sport. Avec les athlètes qu'il y a, l'intensité, tout ça, c'est... Ça va être pas facile à arbitrer. Justement, on va voir quand même un tableau pour voir, parce qu'il y a des joueurs qui se sont plaints. Et est-ce qu'on va voir par ce tableau qu'il y a des joueurs qui shootent moins de lancers francs, et notamment certains qui sont montés au créneau. Bradley Beal, c'est moins 3,5 lancers francs par match. Trae Young, c'est moins 3,4 et Russell Westbrook, c'est moins 2,5. J'aimerais qu'on s'attarde sur Trae Young, qui lui est quand même un spécialiste pour provoquer des fautes. Et on rappelle que savoir provoquer des fautes au basket, c'est une qualité et c'est important. Mais attention de ne pas non plus trop jouer avec le règlement. Et c'est pour ça que la NBA a voulu un petit peu rectifier. Par rapport à Trae Young, on a l'impression qu'il est beaucoup moins sifflé que la saison dernière et que presque par moment, on en fait un exemple. Moi, j'ai la sensation que parmi les changements... Enfin, quand ils ont changé les règles, il y avait quand même 2 joueurs qui étaient vachement ciblés, c'est James Harden et Trae Young. L'année dernière, en play-off, on a vu Trae Young aller chercher un nombre de fautes sur des entre-deux derrière un pic, là, je me lève, justement, comme on a vu Curry, des fautes à moitié pas fautes, où tu sens qu'il va chercher la faute. Je pense qu'il y a un juste milieu entre Trae Young va trop chercher des fautes et les arbitres en sifflent trop, et on arrête de lui siffler les fautes. Tu vois, ça reste un joueur de basket qui, quand il va pénétrer, si on le pousse, gros, faut siffler. Un petit moment d'adaptation, forcément. J'ai l'impression qu'ils sont dans ce moment où ils abusent pour après la faire. En plus, il a un physique un peu frêle de base, donc il utilisait ça pour essayer de s'en sortir face au gros gabarit. C'est sûr que lui, il est vraiment désavantagé avec cette nouvelle règle. À lui de s'adapter, il a les capacités pour. Clairement. Les arbitres retiennent leur coup de sifflet. Je sais que je suis victime de fautes bien plus souvent que ça. Et c'est vrai que on va voir quelques images. Oui, moi, j'ai vu quelques matchs d'Atlanta cette saison. Et c'est vrai que pour le coup, on lui donne plus grand chose, notre ami. On est passé, on lui donne pas mal, beaucoup, plus rien. Mais c'est toujours comme ça, quand on change un petit peu de philosophie. Regarde, là, cette action derrière là, là on voit le cylindre, donc ce fameux carré. C'est une énorme faute. Il y a une énorme faute là. Il y a faute de corps, faute de bras, il y a tout ce que tu veux. Là, c'est pareil aussi. Là, tu vois, on rentre dans les trucs où, pour moi, ça c'est difficile de juger ce que va dire l'arbitre. Là, par contre, pour moi, il n'y a rien. Rien du tout là. C'est même très bien défendu. Mais celle d'avant, tu vois, elle est dure parce que les joueurs sont tellement forts là-dessus. Au moment là, tu vois. Toi, à l'époque, tu devais être encore en cadet, peut-être. Je sais pas si ça avait été ça en pro, mais nous, en N2 et en N3, il y avait cette faute antisportive systématiquement quand tu étais dernier défenseur. Ouais. Qui existe toujours. Hein. Qui existe toujours, mais des fois c'était un peu grotesque. Ça veut dire que des fois, un airball, tu faisais outlet, il y avait un contre-attaque, tu arrêtais une contre-attaque, tu prenais antisportive. Et ça a faussé. Et les arbitres, ils ont eu du mal, mais je te parle à des petits niveaux comme ça. Mais j'ai l'impression qu'au basket petit ou NBA ou grand niveau, il y a toujours une adaptation aussi pour les arbitres pour trouver le juste milieu. Et pour l'instant, on est dans cette transition complète, ce qui peut frustrer certains mecs. Parce que l'arbitrage, on a des arbitres plus durs que d'autres, on a des arbitres tatillons, des arbitres qui vont laisser jouer. L'important, c'est la cohérence. Un arbitre, tu vas te faire marbrer, tu prends un truc là, hop, de l'autre côté, tu mets la même. Ok, j'ai compris, ce soir, ça va être un match de. Ça va être un match de. Vous fait cette réflexion
À Strasbourg, non? Ouais, Où on s'est dit, oui. on s'est dit, oh, il laisse grave jouer. À Strasbourg, ben, à un moment donné, il y a, comme il s'appelle, je sais plus, un Strasbourgeois, Jovan. Non, c'était le petit. Oh, la vache. Bibins. Ouais, qui se fait découper un peu. On fait bon, ça joue. Et derrière, t'as Jovan qui monte au compte, boum, il prend faute. C'est très important quand on arbitre, même pour les fans, de trouver une cohérence dans les trucs. Donc on espère que c'est ce que pour les joueurs. Ouais. essaye de faire. En tout cas, on va voir pas mal de déclarations de joueurs. Tom, tu peux les enchaîner parce que c'est intéressant de voir les joueurs qui sont pour, il y en a, et les joueurs qui sont contre. Et Les notamment, premiers concernés, quoi. et notamment Evan Fournier qui a encore été bon dans sa déclat parce que. Et là, on voit lui qui aime le basket. On commence avec Evan. La Ligue fait un excellent travail. Nous devons nous adapter et nous ajuster. En tant que fan, c'est mieux. Vous ne voulez pas voir des gars qui essaient de tromper les arbitres tout le temps. Ça, c'est Tim Laroukis. Ça, c'est Tim Laroukis. Ouais, bien sûr. Après, lui, il est moins concerné parce qu'il était moins truqueur, donc forcément, lui, ça lui va, mais il a tout à fait raison. Evan, c'est clairement un joueur clean, ça t'as raison. Quel plaisir de partager ces matchs, de regarder ces matchs sans tous ces sifflets horribles, ces gars qui trichent, qui attaquent des gars et qui obtiennent la faute. Vous voyez, il y a des joueurs quand même qui ont l'impression qu'ils étaient carrément dans de la triche. Le mot est employé 2 fois. Hein. Moi, je te l'ai souvent dit, personne n'en parlait. À chaque fois, je me disais, mais est-ce que je suis fou? Enfin, quand je voyais Arden, non, Thomas, tu n'es pas fou. Non, j'avais l'impression un peu. Tu m'as délaissé pendant ce temps-là. Non, c'est pas vrai. Je t'ai bien rattrapé ailleurs, cochon. Il a trouvé du réconfort américain. Steve Kerr, ça n'a jamais été aussi compliqué de défendre avec tous ces shoots. J'ai l'impression que la Ligue a pris conscience que les choses étaient allées trop loin. Là, on revient sur ce qu'on a dit. Ça prenait une direction de c'était plus du basket, quoi. On trichait avec des règles essentielles. Alors qu'il a Stephen Curry sous ses ordres. Il aurait pu dire. Ouais, mais Steph, c'est pas le pire, je trouve. Ouais, mais après, il est coquin, il est malin. Il a voulu en profiter un peu. Oui. Après, il a voulu jouer comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas le pire. Et là, on arrive évidemment sur James Harden. J'ai l'impression qu'on met trop l'accent sur les règles ou sur certains joueurs. Ouais. Évidemment, de toute façon, quand il y a des changements de règlement comme ça, il faut faire des exemples. Et j'ai l'impression que James Harden était clairement l'exemple numéro 1. Il est le joueur symbole lié à ces nouvelles mesures. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. Moi, j'ai la sensation qu'il est le détonateur de tout ça, quoi. S'il n'y a pas James Harden qui est à 37 points par match avec autant de lancers, il n'y a pas de changement. J'ai quand même la sensation que on va dans le bon chemin. Parce que souvent, on dit que la saison régulière est très différente des playoffs, et on a raison sur l'intensité, la qualité du jeu, et ainsi de suite, mais l'arbitrage est très différent en playoffs. On laisse beaucoup plus jouer, on peut jouer beaucoup plus dur. Il y a plein de choses qui sont laissées faire aux défenseurs par rapport à la saison régulière. Ça me va si les arbitres on se rapproche à peu près de la même manière en playoffs et en saison régulière, parce que de toute façon, le meilleur basket, il est en playoffs. Donc je trouve que c'est une évolution positive. Alors, on a entendu beaucoup de joueurs, on a aussi demandé à la commu First Team ce qu'ils en pensaient sur Twitter, et on va voir que c'est aussi un petit peu partagé avec certains, notamment qui sont pour et d'autres qui sont contre. On a notre ami Thibaut Perronce, excellent. Le plus important, c'est que ça remet la défense à la mode. On admet que le spectacle ne vient pas seulement des points marqués, mais également de la difficulté de marquer sur des top def. Pas mal, c'est un très bon tweet. Donc évidemment, on en a un autre, je crois, de Fidj 911. Je trouve ça vraiment positif, car ça devenait vraiment ridicule. Par contre, pour le moment, les arbitres laissent peu trop jouer. Il va falloir qu'ils trouvent le juste milieu. On revient dans cette période d'adaptation. Et puis on a quand même trouvé un tweet contre de El Zouloulou. Le jeu va encore plus se baser sur l'extérieur de la raquette, le tir à 3 points va encore plus se démultiplier. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'en vrai, regarde, si tu pénètres, il n'y a pas faute une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que la quatrième fois, tu ne verras pas. J'ai quand même l'impression qu'un mec qui drive fort, qui va au panier de tous les matchs que je regarde, quand il y a faute, il y a faute. Oui, peut-être. Pour moi, cette règle elle concernait vraiment peu de joueurs. Hein. Vraiment, il y en avait beaucoup. Oui, mais des joueurs stars. Des joueurs stars. Harden, pour moi, elle est faite pour lui. Et Trae Young, et quelques-uns qui voulaient un peu Curry, il essayait sur les fans de shoot et tout, mais je pense pas qu'il va y avoir des problèmes pour pénétrer ça. Enfin, on a vu des joueurs qui s'en sortaient très bien. Non, il n'y a pas de raison, ils vont s'adapter, ça va très bien se passer. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau règlement NBA. Et la dernière question autour de ce débat, c'est est-ce que ce règlement va s'adapter à l'Oops Factory quand on va défendre sur toi? Est-ce que tu vas arrêter de chialer un peu? Pourquoi tu mens comme ça? Je chiale pas, je demande aucune faute. T'es vraiment un menteur. C'est vrai qu'il ne demande pas beaucoup de fautes on utilise très largement les antennes. Voilà. Mais moi, ça me fait du bien parce que je joue en prénat aujourd'hui à Malakoff et voilà, l'arbitrage est assez disparate, disons. Comme ça, on te prépare à la dureté. Voilà, c'est pour ça que je demanderai, parce que je sais que c'est ce qui va se passer le samedi. Voilà. On finit avec cette nouvelle stat, avec cette stat intéressante. Finalement, avec ces règles, on a beau en débattre. Et il y a des joueurs qui ont beau se plaindre. En fait, ça n'a pas changé grand-chose sur les matchs. Vous le voyez, le nombre de fautes sifflées et le nombre de lancers francs tentés
Voilà, c'était cool de parler de cette nouvelle règle, de revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup en privé, on avait envie d'en débattre avec vous, et surtout, donnez-nous vos avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Allez, on va sur le focus, arbitrage par arbitrage, ils n'en ont rien à foutre, c'est le Miami qui cartonne très très fort en ce début de saison, c'est le focus. Premier de la conférence Est avec un bilan costaud, seulement une défaite après prolongation à Indiana et sans Kyle Lowry. Et pourtant, ils ont quand même eu le ballon de la gagne. Jimmy Butler a eu le ballon de la gagne, mais il avait raté, c'était finalement en prolongation. 6-1, deuxième attaque de NBA, première défense Incroyable. de NBA. Thomas, c'est ce qu'on appelle un bon début de saison. Ah ben, ils font kiffer. Hier, je t'ai envoyé un message dans la nuit. Je ne savais pas qu'on allait parler d'eux aujourd'hui. Ça tombe bien. Mais c'est l'équipe à avoir joué, je pense, de ce début de saison. Je pense qu'ils ils peuvent voir grand. Ils ont tout à tous les postes. Et vraiment impressionnant. Tout à tous les postes, on a le tableau du roster justement pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le Miami jouer cette saison se rendent compte effectivement que, Tom, c'est une équipe qui est blindée à tous les postes. Il manque pas grand-chose à cette équipe. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui s'est clairement renforcée. Hein. Kyle Lowry est arrivé pour remplacer Goran Dragic et Kendrick Nunn. La maille est faite. On parlait de pari réussi pour DeRozan. Kyle Lowry n'est pas un pari puisqu'on connaissait ses qualités. Je pensais pas que il allait avoir un impact aussi immédiat. J'étais sûr que ça allait marcher parce que c'est clairement un gars qui aurait pu s'épanouir toute sa vie à Miami. Mais pardon ? Tu parlais de qui? De Dragic? Pardon, j'ai dit que Kyle Lowry aurait pu s'éclater toute sa vie à Miami. Ah oui, pardon. Merci de m'avoir coupé en tout cas. Mais franchement, je suis bluffé par le fait que ça clique si rapidement, honnêtement. Tu vois, c'est une équipe qu'on T'es a vraiment bluffé par ça? Ouais, je suis bluffé par le fait. Bah, en fait, toi aussi? à terme, on était sûr que ça allait être une équipe chiante en play-off qui aurait quelque chose à jouer. Là, ils sont archi armés, archi prêts, collectivement archi aboutis. Ouais, je pense qu'on peut être bluffé, hein, vraiment. Après, ils n'ont pas énormément de changements. Ils ont surtout Kyle Lowry. Mais C'est Lowry, meneur quand même. Hein. ouais, mais c'est un ancien. Il a déjà prouvé un NBA, il a déjà un titre. Je pense qu'il est venu là dans un état d'esprit un peu. C'est le leader vocal de l'équipe. Voilà, il Ça en fait un autre, quoi. il montre l'exemple en défense. Je pense qu'il est là vraiment pour un résultat collectif. Il n'est pas là pour briller individuellement. Il va être capable de mettre des gros shoots quand il faut. Et l'adaptation, elle se fait assez facilement. Voilà, il tourne à 10 points, tranquille. Je pense que. Force pas. Ouais, il force pas. Pas du tout, Il joue juste. Capable de faire Il a des petits pourcentages. capable de faire les sorties à 22. Il sait que c'est la 4e ou 5e option en attaque. Je pense pas que ça le dérange. Il est là pour mettre de l'ordre. Je suis même pas sûr que ce soit une 4e ou 5e option. Peut-être que des soirs, ça sera la 2e option, mais en tout cas, c'est pas sa priorité. Oui, voilà. Moi, c'est facile à dire aujourd'hui, mais quand Miami a fait Lowry, j'ai fait. C'est ce qu'il leur faut. C'est ce qu'il faut à Jimmy Butler pour lui enlever un petit peu cette omnipotence qu'il avait à vouloir scorer, passer, défendre, rebondir. Tu vois, il voulait tout faire, rebondir. Donc il en faisait, pour moi, il fallait presque qu'il en fasse un peu moins Jimmy Butler. Et je trouve que Kyle Lowry, c'était le parfait mec à lui mettre à côté. Et c'était aussi le parfait mec à mettre à côté pour les jeunes. Mettre des cistus pour Duncan Robinson à qui ils ont filé du pognon et à qui il faut quand même alimenter. Et pour l'évolution de Tyler Hero, j'ai l'impression que c'était vraiment le mec parfait. Moi, j'y croyais beaucoup. La saison est encore longue. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en avance et j'ai surtout l'impression que ça va durer. Ouais, il y a un truc qui est vachement marrant. Je regardais un peu sur l'identité de cette équipe. Donc on a vu qu'ils étaient première défense et de belle manière. Et deuxième attaque, ou l'inverse. Spolstra est un coach défensif de base. L'inverse. Mais il y a une stat qui est folle, je regardais. Ils sont donc deuxième défense de la NBA. Ils sont 30e équipe au contre, 20e équipe aux interceptions et 29e équipe qui fait le moins de fautes. C'est de drôles de stats pour une équipe qui est aussi forte défensivement. Est-ce que défendre finalement, c'est intercepter, contrer? Exactement, ça veut dire que quand on voit que des Iverson, des des Harden font beaucoup d'interceptions, c'est pas. Mais c'est dans l'identité de l'équipe. Tu vois, le Jazz est une super défense. Bah ouais, t'as le meilleur contreur de sa génération. Donc quelque part, c'est facile de comprendre pourquoi. Mais j'aime bien l'idée que c'est une équipe qui va pas chercher l'interception pour rien, qui va tenir des duels, qui va avoir des rotations de très haut niveau. Pourtant, Bam est un super contreur sur le principe, mais c'est quand même la pire équipe NBA sur le compte. Donc c'est marrant. Il est qu'à 0,7. Donc je trouve que c'était une stat marrante pour la défense. Et pour revenir sur ce que dit Tom, parce que c'est une équipe qui fait tout avant
Qui anticipe tout. Qui fait tout bien avant, donc n'a pas besoin de se retrouver sur un écart et d'un mec qui va au contre. C'est important ça aussi. On en avait parlé pendant la bulle déjà à l'époque. On disait qu'ils étaient vraiment très organisés en défense et même des joueurs comme Robinson, c'est pas leur spécialité, bah, il s'arrache, il est bien placé déjà défensivement. Quand tu es bien placé, tu fais quasiment 50% du boulot déjà. Après, tu as juste à, surtout un contre, ralentir l'attaquant. Et ils sont très solidaires. Ils sont tout le temps en mouvement, ils ont les bras en l'air. Les rotations, elles sont nickel. Franchement, c'est une équipe qui est vraiment armée et je pense qu'ils peuvent aller très loin s'il n'y a pas de blessures. Et voilà, après, c'est que le début de saison, c'est sûr. Mais en tout cas, là, ils nous montrent qu'ils peuvent faire quelque chose. On a parlé de Laurie. Évidemment, on ne présente plus. Jimmy Butler fait un super début de saison. Mais joueur de la semaine. Hein. Joueur de la semaine. On n'a plus besoin de présenter Jimmy Butler. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur Tyler Hero, notamment, qui nous avait régalé sur sa saison rookie, notamment dans la bulle. Mais à cette époque-là, souvenez-vous, on se disait, il est vraiment talentueux. Par contre, vrai physique d'enfant, il morphe physiquement. L'année dernière, mineur dans les stats, il fait presque statistiquement une meilleure saison que sa saison rookie, mais on le trouve un peu plus emprunté et le bilan collectif du Heat aussi est moins bon. Mais cette année, on trouve un joueur toujours aussi talentueux, mais par contre avec un physique d'adulte. Je trouve qu'il s'est athlétisé vraiment pour le niveau NBA. Et c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. Ouais, il a progressé. De toute façon, on a vu des photos de lui bodybuildé là. Le mec a bossé, a soulevé de la fonte. Il va vite, il va beaucoup plus vite. Mais ça, moi, on peut être inquiet parfois quand les mecs prennent beaucoup de muscles parce que ça peut. Alors, c'est pas tant que ça non plus. Il a pas non plus. Quand même, il a. C'est gainé. C'est gainé. Parfois, alors à petit niveau, quand tu fais trop de muscu, tu perds en adresse, ta mécanique change. Kobe avait pris 8 kilos. Kobe avait pris 8 kilos en 2002, un truc comme ça. Bon, après Kobe n'a pas de soucis, c'était le meilleur. Mais parfois, on peut se poser la question de comment il va justement intégrer ce nouveau physique. On a ce truc-là avec Jason Tatum en ce moment. Il a vachement pris et il est moins droit. Alors c'est peut-être autre chose que son physique, mais moi je pense que c'est un facteur. Lui en tout cas, ça lui permet d'être meilleur. En tout cas, si tu travailles bien à côté de ton explosivité, si tu continues à garder le même rythme, il n'y a pas de raison que ça t'handicape en fait. Mais c'est vrai que là, ce qui dégage comme impression, c'est il est sur un nuage. On sent qu'il peut créer quelque chose sur chaque action. Il peut shooter quasiment d'où il veut. Il est très bon à la passe. Il est tout le temps en mouvement, c'est un casse-tête pour les défenses parce qu'il faut le suivre tout le temps. Et là, il a un niveau All-Star pour l'instant, clairement. Et on se souvient de lui qui avait fait une déclat il y a quelques temps de ça, où il voulait être considéré parmi les meilleurs de sa catégorie, notamment avec les triangles et les Doncic. Et à l'époque, on s'était dit, oh, doucement, calme-toi, donne-toi le temps. Mais finalement, c'est un mec qui s'est donné les moyens aujourd'hui de ses ambitions. Et quand on le voit aujourd'hui en 6e homme, il avait dit ça. Je ne pense pas devoir prouver quoi que ce soit. Je sais que j'ai beaucoup travaillé cet été et je veux me prouver à moi-même que je fais partie de cette conversation. Donc là, il revenait sur ce qu'il avait dit à l'époque. En tout cas, oui, effectivement, il a dit, mais il s'est entraîné et sur ce début de saison, c'est clairement le meilleur 6e homme de la Ligue. Le meilleur 6e homme, je sais pas, en tout cas on en a parlé, donc c'est bien, c'est bien. Tu peux même te lancer la petite vidéo sur. Oui, tout à fait, on en a parlé hier. Donc là, tu trouves une Max avec Rémi, regardez. Ce qui est sûr, c'est qu'il est le meilleur scoreur des joueurs sortant du banc. Donc, on sait combien la NBA aime récompenser les meilleurs scoreurs. On pense à Clarkson, à Lou Williams, à ce type de joueurs-là qui étaient à 20 points par match. Oui, il n'était pas 20, il en mettait 18. En tout cas, les meilleurs scoreurs sortant du banc sont souvent parmi les favoris. Il est clairement parmi les candidats. Après, en ce début de saison, il y en a beaucoup. Des mecs, je pense évidemment à Carmelo Anthony qui est fantastique du côté des Lakers. T'as Cam Reddish, par exemple, du côté d'Atlanta. T'as pas mal de noms qui peuvent sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est épaissi. Physiquement, on a vu les photos avant-après il y a 2 ans et de maintenant, et que ça commence à se ressentir dans son jeu, sur l'impact et sur ses prises de décision. Il est fantastique. Dans les stats, il y a quand même plus de 4 passes par match. On parlait de Kyle Lowry, de sa création, mais Tyler Hero est très fort sur pick and roll. L'année dernière, ils l'ont beaucoup testé sur le poste de meneur de jeu, même si je pense que c'est pas du tout un meneur de jeu. Non. Il n'empêche que c'est un créateur balle en main, et que c'est intéressant de l'avoir à côté de Kyle Lowry qui est capable de jouer deux. Donc ouais, moi je suis bluffé, comme nous tous, par les perfs de ce début de saison de Tyler Hero. Dans la bulle, quand certains l'avaient découvert, on s'était dit... Dieu, que je me fais couper comme ça, c'est vraiment... Moi, je vais pas te dire ce que tu dis après, c'est de la merde. J'espère que le monteur... tu viendras dans mon bureau tout à l'heure et tu passeras la compta. Bravo, très belle analyse. Tous les mercredis, évidemment, 18h, 19h sur Winamax TV avec Rémi pour parler NBA et pour parler Paris autour de la NBA. On a parlé de Tyler Hero, j'aimerais qu'on parle de Bam Adebayo qui fait un début de saison encore énorme. C'est sa 5e saison, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Et 5e saison, on sent que ça y est, il a pris ce rôle de pivot titulaire, de mec qui prend, longtemps, qui est capable vraiment. Ça y est, j'ai l'impression que
C'est un peu l'album de la maturité comme Patrick Bruel pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, il a déjà été élu All-Star. C'est juste que l'année dernière, on lui en a demandé beaucoup et que lui a changé son jeu l'année dernière. Il a vachement axé son jeu sur les petits jeux à mi-distance, sur le pick and pop, mais pas forcément à 3 points, sur l'entre-deux comme ça, sur des tirs très difficiles, mais que si tu es fiable sur cet aspect du jeu, tu deviens très 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 fort. Donc voilà, lui aussi il fait partie de ces super joueurs défensifs. On aime bien dire que c'est le meilleur pivot dribbleur, remonteur de balles, avec Draymond Green, bon, qui n'est pas un pivot, mais dans cet esprit de premier lanceur de son équipe. Donc Bam Adebayo est incroyable et il a trouvé peut-être le meilleur meneur, sans faire offense à Goran Dragic, le meilleur meneur avec lequel il a joué. On a vu que leur relation sur pick and roll, elle est top niveau. Ouais, c'est un peu un pivot hybride, il n'est pas à la taille des autres, comme Rudy Gobert ou... Il fait que de 0,6. Voilà, il fait que de 0,6, mais et je trouve qu'il dégage une sérénité. En fait, quand il est sur le terrain, j'ai l'impression qu'il donne confiance à tout le monde. Tu te fais passer. Ça, je dis qu'il dégage une vraie maturité. Ouais, et tu te fais passer, tu sais que Bam, il est derrière. Il est fort en attaque, il est fort en défense, il est bon passeur. Quand il a la balle en main, on n'est pas inquiet comme avec certains pivots. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comme avec Omer Azik. Il a plein d'options dans son jeu. Vraiment, c'est un très beau joueur et je pense qu'il a pris en maturité, comme tu dis, et c'est pour ça que les hits sont là aujourd'hui. Ouais. Justement, j'aimerais que tu parles du pick and roll. J'aimerais qu'on parle d'un homme. Forcément, on peut que le citer, c'est Eric Spoelstra. C'est comme lui la tête pensante de toute, avec Pat Riley évidemment. Mais quand on regarde le jeu offensif du hit, je me dis écran sans. Et sur les pick and roll, ils sont très forts. Jimmy Butler, Taylor Hero. Comme il s'appelle Duncan Robinson. Non, pas Jimmy Butler. Le meneur là. Kylori, merci. Merde alors. Kylori, ils sont très forts sur pick and roll. Donc déjà, ils créent beaucoup de problèmes parce que non seulement tu as cet axe fort, Laurie Adebayo, mais si tu viens trop aider dans les corners, tu te fais massacrer. Mais ils ont aussi ce passing game pour trouver, comme tu disais, Taylor Hero qui court de partout, Duncan Robinson qui amène de l'alternance, qui chaque fois est capable de prendre des écrans, donc c'est compliqué à défendre. C'est une équipe vraiment qui. Et tu peux ajouter à ça de l'ISO. L'ISO d'Adebayo, l'ISO de Butler. Et l'ISO même de Taylor Hero, on peut aller jusque-là. Donc ça fait qu'ils peuvent jouer de plein de manières différentes en fonction de l'adversaire, en fonction du moment. Et tu ajoutes à ça des stops contre Dallas. Dallas fait un bon match. Ils sont clairement dans le game et tout. Ils font même un meilleur premier quart-temps que le hit. Mais à un moment donné, stop, pick and roll, des alley-oops, des trucs. Il a pas se lobé de Kylori, c'est une masterclass. Il en a fait plein dans le match. Voilà, et puis ils ont des soldats autour. On voit Markieff Morris notamment. On voit Dwayne Wade qui est un des meilleurs pivots backup cette saison. Voilà, ils ont une. Et puis PJ Tucker, évidemment. Ils ont une grosse team. Il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça où on voit qu'ils peuvent jouer plusieurs formes de jeu comme ça, alterner comme ça quand ils veulent. Le truc, c'est que tu fais l'impasse sur qui? Sur les 5 quand ils sont tous sur le terrain. Quand t'as Butler qui joue un contre 1, s'il y a un gars qui vient aider, t'as Robinson, t'as Hero, t'as Laurie, t'as Bam. T'as Tucker dans le corner. T'as Tucker dans le corner. Donc vraiment l'équipe elle est faite presque parfaitement entre guillemets. Moi je trouve qu'elle est très bien construite. Hein, après voilà, à voir sur le long terme, mais franchement c'est un régal à les voir jouer. Moi ça me fait plaisir de voir des équipes NBA jouer comme ça avec du mouvement, du rythme, des passes, un peu de l'alternance en attaque, pas que des ISO, et ça fait du bien de voir aussi ce basket là. Et oui, ça fait du bien. Oui, ça nous régale. Et puis n'oublions pas que ces mecs là il y a 1 an et demi parce que c'est compliqué de trouver 2 ans disons. On fait une finale NBA face à LeBron et ça dans le vécu collectif, pas 100%, dommage. Ouais, et dans le vécu collectif, tu gagnes énormément de temps. Donc l'année dernière, ils l'ont un peu digéré. L'année dernière, ils l'ont un peu digéré façon Paul Harrer quand il prend un McDo le lendemain de soirée. Mais cette année, on a l'impression que ces mecs-là, quand je les vois jouer, ils se disent dans leur tête, on veut y retourner. Ah bah j'espère en tout cas qu'ils y croient à fond. Hein. Ouais, ils nous montrent. Ils y croyaient l'année dernière, mais bon, ils sont un peu pris les pieds dans le tapis, mais ça leur a servi de leçon, je pense. L'année dernière, on n'oublie pas que Goran Dragic était vraiment sur la jante et que Kendrick Nunn n'a pas fait le taf. Et c'est dur de jouer en NBA sans un super meneur de jeu. Très bien, il y a bien d'équipes. Goran Dragic avait été incroyable dans la bulle, hein, c'est pour ça que c'est vrai. Et blessé en finale NBA. Tout à fait. Voilà, on a fait le tour de cette émission et on va se quitter comme d'habitude avec l'homme qui fait des qui suis-je sans connaître le nom du joueur. Mais Dieu sait qu'on l'aime comme un. C'est Tom Ciaravino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et aujourd'hui, promis, j'ai le nom du qui suis-je. Ouais, yes. Il est marqué devant moi, je peux même vous le dire, mais je vais attendre un peu. Mais il est là. Bon, les gars, aujourd'hui, et j'aime bien quand il y a Thomas Leroquis parce que c'est un bon joueur. On est un peu meilleur que Séraphin, pas sur le terrain, je parle au quiz. Ah, ça l'appelle Séraphin carrément. Kevin Séraphin, excuse-moi Kevin. Oh non, mais moi il n'y a pas de problème, après il faudra. Parce qu'il va venir mettre un coup de pression et je vais pas être bien. Et je ne serai pas le premier en plus. Il est pas très loin. J'ai 2 jeux aujourd'hui, une longue énumération et un bon qui suis-je compliqué normalement. L'énumération,
J'ai vu que Rudy Gobert avait été élu joueur de la semaine et je me suis dit, mais qui a été élu joueur du mois depuis la saison 2010-2011? Écoutez, Depuis messieurs, 10 ans. ça paraît facile, il y a 39 noms. Les joueurs du mois que 39. depuis 2010-2011. Bon, ok, Il ne faut vas-y. pas se tromper, il ne faut Ok. pas répéter. Faut pas Et c'est répéter. L'invité Thomas. a toujours droit à une Oui, erreur. bah oui. Évidemment, Attends, et tu attends, as invité, surtout là. le droit. Non, mais les mecs, faut qu'ils arrêtent. L'invité. T'es là à dire, vous m'oubliez tout, t'es plus un invité, là. Je suis un invité. On a comme individu. Tu me présentes comme ça, je suis un invité, c'est Non, tout. Je non, pas non. présenté comme un invité. Ah bon T'es un mec de la rotation. J'ai- j'ai- frère. j'ai- Du bout du banc, très bien. Non, pas du bout du banc, un mec de l'équipe. Un mec de l'équipe. On Voilà. peut régler ça après l'émission. Voilà. Pardon. Allez, vas-y. Depuis 2010-2011, Ouais. c'est ça Allez. LeBron James. LeBron, évidemment. Yannis Antetokounmpo. Oh putain, tu Ouais. m'as pris. James Harden. Ouais, Oh, il doit y avoir un Kevin Durant. sûr. Kyrie Irving. Quand même. Ah bon? Ah, il doit bien Joueur du mois. une fois quand même. Ah gros. Gros, moi, Kyrie. Dans le doute, je te laisse en dire un autre parce que là, je le vois pas sous les yeux. Oh la vache. Non, putain, la éliminé, violence. éliminé, tu viens de me dire Bah quoi là ouais, c'est quoi ça? C'est quoi Bah, ce parce délire que en ça jeu, arrive là un peu vite. Ah ouais, Ça mais bon, arrive un il peu. est mauvais le mec. Ah ouais, je suis très mauvais. Enfin, là, c'est très sévère, Allez, quand allez, même. allez. C'est très sévère. Kemba Walker. Kemba Walker, bah non. C'était joueur de la semaine seulement? Avec les Hornets? Joueur du Joueur mois. du mois, j'ai pas de joueur du Eh mois ben, Kemba merci, Aaron, Walker. t'es vraiment nul. Steph Curry, par Ah, exemple. bâtard. Stephen Stephen Curry. Curry. Stephen Curry, ouais. Terrible, Erwan. Je suis la merde aussi, ces joueurs-là. Jimmy Non, non, Butler. Jimmy Butler, ouais. T'es terrible, Erwan, hein? T'as pas honte? C'est se faire foutre. Kemba Walker, tu rigoles ou quoi? Attends, mais J'ai la haine, gros. t'es éliminé, t'es éliminé. Le gars, il nous insulte alors que il est nul. Attends, mon joueur entre top. Ouais, voilà. Je suis choqué. Joel Embiid. Oh bâtard. Joel Embiid. Il a dit Kemba Walker et Kyrie, le gars. Kyrie, c'était. Westbrook. Ça m'a perturbé. Ouais, Ah oui, ouais, Westbrook, mais après évidemment. Kyrie, t'aurais pu enchaîner sur un coup safe. Non, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est Kemba. vrai. Je vais pas en remettre de celle-là. On est en 2010-2011, la première saison. Ouais. À cette époque-là, il y a qui peut être intéressant? Wade Wade, oui. Wade, sûr. je connais pas Wade. hein. Non, Oscar Wade. n'est pas le seum comme ça. T'as été Si, j'ai le éliminé seum de ouf. lamentablement. C'est-à-dire, si je gagne qui suis, je mets un coup de tête à tous les deux. Allez, allez. Moi, je propose qu'on ait tous une vie sans faire one et qu'ils reviennent dans le jeu, bien sûr. Non, 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 avance, avance. avance, Ben avance. Simmons. Je tente un coup de bluff. Non, pas Ben Simmons. Non. Ok. Putain. Mais merde, les mecs. Attends, Jérôme, on va revenir, on va finir après. Attends, vas-y, si tu connais. Vas-y, Attends, vas-y, laisse-moi, vas-y, Erwan. dis, vas-y. Si tu retombes une troisième Chris fois. Paul. Oui, Ouais. Chris Paul, bien sûr. Bravo, tu vois. Bien, gamin. Paul George. Paul George. Bah oui. Kawhi. Bah ouais. Hawaii. Kemba À moi Walker. déjà là. Elle est fantastique celle-là. Farmar. Non, Oh non. Jordan Farmar. Non, mais je rigole, c'est pas vrai. C'est à partir de quand 2010-2011. J'en ai un, peut-être. Il reste ouais. des légendes quand même. Ouais, hein. j'en ai un. Bah oui. Toi la légende. J'en ai un, je tue un indice. Frère, t'es sérieux 2010-2012. C'est vraiment qu'une crotte. Ouais. Il reste même des Attends. légendes Burke. qu'on connaît bien ici. Bah oui. Dirk. Dirk Nowitzki, est-ce qu'il est là Non, Non, je l'ai cata. pas. j'ai Tony pas. Parker. Tony Parker, Bah voilà, oui. il est Ah, là. c'était pas avant Non, il l'a en 2011-2012. il me Ouais, semble. ouais. Carmelo. Carmelo, Bah oui. ouais. Ah oui, Est-ce qu'il y avait mon pas, par gars. exemple, Kobe Bryant encore Bien sûr. Bah oui. Mais Erwan, Kemba pas Walker, vraiment. Je vais pas m'en remettre de ça là. Vas-y, Tom, à toi. Enfin, moi, je me suis pas trompé une fois, alors que vous, là, Non, bande mais de t'as nazes. gagné, c'est bon. Bande de nazes. Voilà, on va juste essayer de finir. Middleton. Non, je vous dis un peu qui y Paul avait. Pierce. Il y en a quand même des surprenants. Paul Pierce, il y avait. Il y avait Al Horford, Al Jefferson, assez Al surprenant. Jefferson, ouais. Aldridge, Booker, Desmarais Carroll Ah, a été Booker. joueur du Attends, mois. Desmarais Carroll, il a été genre du mois, je dis Kemba Walker. C'est toujours d'un moment. mais attends, Anthony Davis, Demar DeRozan, Luka Doncic, Ouais. Blake Griffin. Démarré Carroll. Ouais. Il y a eu fait un mois exceptionnel. ouais, Avec Atlanta et après il signe à Toronto il y là. a eu Dwight Ou Howard, l'inverse. Nous sommes. Nicolas Jokic, En l'inverse. ouais. encore plus étonnant, Kay Korver avec Atlanta. Ouais, bah, Ouf. c'est les années folles de d'Atlanta. Lillard, Laurie, Millsap, Randall, Randolph, Derrick Rose, Tony Parker, donc Jason Tatum, Jeff Teague, Isaiah Thomas des Celtics, John Wall et Deron Williams, qui a été le On n'est pas premier. bon, on peut le Ah dire, ouais. je pense. Ouais, on a pris ça Dramatique. mieux, Vous hein. avez le droit de nous insulter. Surtout Nos à familles- Erwan, surtout Nos à Erwan. familles dans les commentaires, surtout la mienne. C'est pas très grave, mais je suis très étonné de ne pas voir Kyrie. Mais bon. Ah, Kyrie, je l'ai- Kyrie, où il va Même faire un promo à Kemba, c'est vrai qu'il En a, saison il a fait régulière. quelques Arrête un cartons peu. et tout. Mais quand Mais Kemba, Avec ça, LeBron c'est- quand même, Kemba, il a fait Ouais, des mais il est cartons tout et le temps tout, c'est blessé, pas- Kyrie, C'est pas attends. fou quand même. Et Donc, Kemba, il fait des jours de la semaine, c'est Et sûr. s'il y avait eu Kemba et Kyrie, c'était quand même honteux. On part sur le qui suit, parce que là, c'est là où vous êtes le meilleur, surtout Erwan. voilà. Je suis né le 7 janvier 1981. À Orlando, du côté de la Floride pour les connaisseurs.
J'ai donc fêté mes 40 ans cette année et je ne suis plus sur des parquets NBA depuis 2013. Mais revenons-en un peu au début. Après être passé par la case high school dans ma Floride natale, je rejoins les Tigers d'Auburn en 99, à l'aube de l'an 2000. Là-bas, j'ai effectué un cursus complet jusqu'en 2003. Lors de ma dernière saison, je tourne à 18,4 points et 3 passes. Des bonnes stats, mais les scouts ne m'annoncent pas plus haut qu'à la fin du second tour de la draft 2003. Et à ma grande tristesse, pourtant, je ne serai même pas sélectionné par une équipe lors de cette draft mythique. Il faut dire que je suis loin du calibre de LeBron ou Melo. Mais pourtant, je n'abandonne pas mon rêve et en Summer League, je régale et je me fais repérer par les Mavs. J'arrive à les convaincre et je signe pour une pige de 1 an chez eux lors de la saison 2003-2004. Si je suis peu utilisé en début de saison, je finis par m'imposer. Je profite de l'absence de Steve Nash pour starter 15 matchs en fin de saison. Mes stats lors de cette saison rookie, 8,5 points et 2 passes. Je serai nommé All NBA Rookie Second Team en 2004 avec un record de points pour un non-drafté, 34 points, qui sera ensuite battu par Anthony Moreau en 2008. Barrière? Non. Je signerai un contrat sur plusieurs années avec les Mavs et je resterai 2 saisons de plus à Dallas jusqu'en 2006. 3 saisons au final, 9 points, 3 rebonds et 2 passes. Je jouerai mes premières finales NBA face au Heat et je ne serai sur le parquet que 2 minutes. Pardon? Devin Harris? Non. Non, il est drafté. Que 2 minutes par Il est match. drafté, oui, il est drafté. À l'été 2006, je suis tradé du côté des Pacers. J'y resterai autant de saisons qu'à Dallas, soit 3, et je garderai le même rôle. Pas plus de 20 minutes de temps de jeu en sortie de banc pour des moyennes autour de 8 points et 2 passes. Pour ce manque d'apport statistique d'ailleurs, je serai même critiqué par Larry Bird, alors président des opérations basket, et alors je ferai grimper mes stats à 13,6 points et presque 5 rebonds lors de la saison 2008-2009. Au bout de mes 3 saisons, les Pacers n'activeront pas ma player option. Après Dallas et Indiana, je rejoins les Celtics lors de la saison 2009-2010. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, je l'ai. Tinsley? Non. 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 Je sais qui c'est. Il a des tresses. Oh là, sur une merde. Je sais qui c'est. Je dois mes demi finales NBA lors de ma carrière aux Lakers, mais toujours dans un face aux Lakers dans ma carrière dans un rôle minime, pas plus de 3 minutes sur le parquet. On perdra malheureusement ces finales, mais le pire moment de ma carrière arrive en 2011, le 6 février précisément, alors qu'on affronte le Magic de Gilbert Arenas. Je suis en face à face avec lui et lorsque j'essaye de passer sur un dribble, son avant-bras vient percuter mon cou. Je m'effondre et reste statique sur le parquet, évacué sur civière. Ma moelle épinière est gravement touchée, mais je sortirai quand même du terrain en levant le pouce. Je serai écarté des parquets jusqu'à la fin de saison. À mon retour, je suis tradé du côté des Kings. Malheureusement, je ne joue aucun match là-bas et je reviens à Boston pour la saison 2011. Oui, je sais qui c'est. Un mec avec des rastas. Oui, tu l'as. Ma carrière se terminera une saison plus tard chez les Bucks, lors de la saison 2012-2013. Daniels. Oui. McDaniels. Marquis Daniels. Marquis Bravo Daniels. Erwan, Marquis Daniels. Mais pourquoi tu sais pas un meneur de jeu? C'est pas un meneur de jeu, lui. Non, il a remplacé Steve Nash. Je t'ai pas dit qu'il était. Putain, je l'avais dès le départ. C'est un arrière. C'est quand il a dit meneur de jeu, c'est pas lui. Ouais. J'ai Gros, pas il dit était sur meneur. Josh Howard et Marquis Daniels depuis le début. Il a pas été joueur du mois celui-là. Tiens, allez hop là. Tiens. Je dis pas meneur, je dis qu'il remplace Steve Nash. Ouais, mais c'est un meneur. C'est comme arrière quelqu'un qui remplace Shaq et tu me dis ah C'est non, un j'ai pas arrière dit qui dans sa carrière dépanné au On rôle est de tous sur un meneur. meneur et tout. Excellent qui suit. Merci. Marquis Daniels. Marquis Daniels, c'était gros, c'est Belle histoire, Marquis c'est la Daniels. famille. Daniels, Marquis Daniels. Et j'allais même finir, je suis donc un arrière qui a pu dépanner dans ma carrière en tant que meneur. Ah, Voilà. mais il est pas bon le qui suit. C'est qu'il a lâché un. Varia. Bah ouais, je l'ai entendu. Comme s'il y avait bien pas de micro. noté. Putain, Marquis Daniels, bien sûr, on connaît que lui. Détresse un bandeau, voilà. Nique sa mère, lui aussi. Bravo Erwan. Dis plus ça. Et je crois que je les ai gagnés tous les Ouais, trois. t'es à 100%. T'as l'air très Ah, sérieux j'étais pas l'année cette année. dernière, t'es sérieux toi? Non, mais il a 100% de cette saison. Dans ce plateau, c'est la troisième fois de suite qu'il Mais gagne. j'étais pas là celle d'avant, c'est pour ça. Bah ouais, mais il a pas, Hein. ouais, mais t'as pas gagné pour Tu vas autant. revenir. Bon, sur les cette bonnes année. questions. C'est chez toi ici, tu le sais. Ah bon? Ah oui. D'accord, je suis là jeudi prochain. alors. Ah, bah, si tu veux, si tu veux. Et je ferai mieux le qui suit, du coup. Tu me le donneras avant. Non, mais moi, tu sais ce que je veux un jour qu'il en écrivain, qu'on rigole bien. Non, mais non, mais. Genre un jeu quoi? Ah ouais, je te jure. Non, pour Erwan, je sais ni lire, ni écrire. J'ai pas dit ça. Il faut que je lise des lignes, je pense pas qu'il Mais tu puisse sais le rentrer faire. un ballon Enculé, dans un va. filet, c'est pas mal. On va filmer les matchs à la housse maintenant. Je vais amener ma propre caméra. Ça, Et on fera des highlights. On pendant n'arrête le- pas de dire que tu nous casses la gueule. Non, mais ça on va va. montrer des images. Non, mais attends, pour ça n'avait rien à voir avec tes talents d'écriture, c'est que je te verrais bien derrière le bureau nous faire un qui suis. Bah, on peut. On peut. Oui, on peut. Voilà, bien sûr, on peut. calme-toi. Non, tu l'as pas dit dans ce sens-là. T'es vraiment l'enculé. Allez, bisous, on se retrouve lundi pour l'antenne libre avec Nicolas Batum qui sera avec nous pendant 2 heures. Superbe. Donc on va bien pouvoir s'éclater. On se retrouve jeudi prochain pour le First des Shows avec peut-être ou pas Thomas Larocchi, ça sera la surprise. Mais tu reviens, arrête de marronner. Ciao l'équipe.